Bienvenue dans ce voyage au cœur de la République de Platon, l'un des textes les plus puissants de la philosophie occidentale. En 5 épisodes, nous allons plonger dans les grandes questions de la justice, du pouvoir, de la vérité et de l'âme. Un dialogue millénaire, toujours vivant aujourd'hui. Installez-vous, écoutez et pensons ensemble. Des idées de Platon dans la République. On va commencer par une image. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une petite exploration dans la République de Platon. Spécifiquement, les livres V à X. On va regarder de plus près sa vision de l'âme, la justice, le philosophe et même sa critique de l'art. Exactement. L'idée, c'est vraiment de saisir comment Platon voyait l'harmonie intérieure, la vraie connaissance et, la cité idéale, à travers ces textes qui sont quand même fondamentaux. Alors, Platon, il commence par nous faire une sorte de carte de l'âme, non? Il la découpe en C'est ça? 3 parties. La raison, celle qui calcule, qui cherche le vrai. Oui. Ensuite, le thumos, la partie ardente, un peu la colère, l'honneur, tu sais, comme dans l'histoire de Léontios, qui peut pas s'empêcher de regarder les cadavres. Ah oui, cette histoire. Et la 3e partie, c'est... C'est la partie désirante, voilà. Les appétits, la faim, la soif, tout ça, quoi. D'accord. Et la justice dans tout ça, pour l'individu? Eh bien, pour Platon, c'est simple. C'est l'harmonie entre ces 3. Quand la raison dirige, que le thumos la soutient et que les désirs sont sous contrôle. Que chacun fasse ses propres affaires, comme il dit. Donc un ordre intérieur. Exactement. Un ordre qui doit refléter celui de la cité juste. C'est un miroir, en fait. Et comment on arrive à cette harmonie? Par l'éducation, j'imagine. Tout à fait. C'est là qu'interviennent la musique et la gymnastique. Pas juste pour le fun ou le corps, hein. C'est pour équilibrer l'âme, élever la raison et en même temps maîtriser, adoucir cette part ardente, pour que l'homme devienne ami pour lui-même. Joli. Et c'est ce qui nous mène au philosophe. Celui chez qui la raison domine naturellement. C'est ça. Le philosophe, c'est celui qui aime la sagesse entière, qui cherche ce qui est réellement, pas juste les apparences ou les opinions qui changent tout le temps. Platon lui donne plein de qualités, hein. Amour de la vérité, apprend facilement, bonne mémoire, courage. Oui, une liste assez impressionnante. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il dit aussi que ces natures philosophiques sont rares et pires, souvent corrompues. Ah oui? Pourquoi ça? À cause de la société. Les flatteries, l'argent, l'opinion publique. Il compare la foule à un grand animal qu'il faut savoir caresser dans le sens du poil. Et tout ça, ça détourne les plus doués de la philo. Et pendant ce temps, d'autres, qui n'ont rien à y faire, prennent la place et la discréditent. C'est pour ça que le vrai philosophe peut passer pour un inutile, voire un méchant. D'où son idée un peu radicale. Il faut que les philosophes deviennent rois, ou l'inverse. Exactement, les philosophes rois. Difficile, il le sait, mais pour lui, c'est la seule solution pour qu'une cité soit bien gouvernée. Parce que seuls ceux qui contemplent le bien en soi, Le bien, cette forme suprême. oui, la connaissance la plus haute, source de tout. Il la compare au soleil. Seul celui qui a vu ça peut vraiment diriger, justement. Et c'est là qu'intervient l'allégorie de la caverne, pour illustrer ce chemin vers la connaissance. Précisément, les prisonniers, les ombres, la libération forcée vers la lumière, c'est une image très forte de l'éducation philosophique. C'est une conversion, un arrachement aux illusions. Mais il doit redescendre après, c'est ça? Oui, c'est le devoir du philosophe, redescendre dans la caverne pour gouverner, même si c'est dangereux. Cette priorité donnée à la raison explique peut-être sa critique assez dure de l'art, et surtout de la poésie d'Homère. Tout à fait. Pour lui, la poésie qui imite, c'est une imitation. D'imitation, l'artiste copie le monde sensible, qui est déjà une copie des idées, donc c'est loin, très loin du vrai. Doublement éloigné. Voilà. Et en plus, ça parle à la partie irrationnelle de l'âme, ça excite les émotions, la pitié, le rire, au lieu de renforcer la raison. Ça peut corrompre l'individu et la cité. Le poète crée des fantômes, il dit ça, non? Sans vrai savoir. Exactement. Il peut imiter un général sans rien savoir de la guerre. C'est dangereux, ça nous éloigne de la vertu qui vient de la connaissance. Et pour finir, Platon aborde le destin de l'âme après la mort. Il affirme qu'elle est immortelle. Oui, il argumente que le mal propre de l'âme, l'injustice, ne la détruit pas. Donc, elle doit être immortelle. Ce qui nous amène au fameux mythe d'Air. Ah, le mythe d'Air. Oui, à la toute fin de la République, l'histoire de ce soldat qui revient des morts et raconte le jugement des âmes et surtout leur choix pour la vie suivante. Un choix qui dépend de la sagesse accumulée. La responsabilité est énorme, oui. Écrasante, oui.
C'est une dernière leçon sur les conséquences de la justice et de l'injustice, même après la mort. Donc, pour résumer un peu, ces livres nous montrent une vision très exigeante de la justice. C'est une harmonie intérieure, guidée par la raison, arrachée aux apparences. Un peu comme sortir de la caverne. Ouais, c'est ça. C'est un état sain de l'âme, et c'est la condition pour une cité juste. La philo est donc la clé, pour l'individu comme pour le collectif. Une dernière petite pensée. Alors, ces idées de Platon sur le conflit intérieur, sur le rôle du savoir réel face à l'opinion en politique, ou sa méfiance des ombres, comment est-ce que ça résonne pour nous aujourd'hui dans notre propre monde médiatique et social ?